Merci à tous d'être présents. On va commencer et on va débuter. Je vais laisser la parole à Lorraine qui a organisé ce petit webinaire pour présenter un petit peu les différents intervenants. Et puis, très rapidement, on va pouvoir enchaîner. Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, le temps que tout le monde se connecte, il sera du coup 11h30. Donc, je vais commencer à présenter les différents intervenants. Donc, en premier lieu, vous allez rencontrer donc Stéphanie Laban, qui est associée de l'offre Keep and Attract de Externatic, donc qui vous parlera en compagnie de Mathieu de Boise de la marque employeur. Voilà. Vous aurez également l'intervention de Pierre-Olivier Joigny, le fondateur de Untool, un outil facilitateur pour les recrutements. Et enfin, vous aurez Gabrielle Rodier, la fondatrice de SwitchUp, qui interviendra notamment sur la thématique du onboarding. Voilà. Alors, je vous laisse tous renseigner que vous êtes bien présents sur le chat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même vous renseigner ce que vous faites, voilà, pour que nous, on puisse en savoir un peu plus sur vos métiers. Si, donc, Stéphanie va débuter. S'il y a des questions, on les met sur le chat et puis on prendra le temps à la fin de pouvoir y répondre, mais plutôt sur la fin pour qu'on puisse avoir un temps d'échange à ce moment-là. Dernière chose aussi, toute la présentation vous seront envoyées, un petit questionnaire à la suite. Et donc, les présentations vous seront sans problème à la fin pour ceux qui répondront au petit questionnaire. Voilà. C'est parti. Alors, merci à tous. Et puis, let's go, Stéphanie. On te laisse la parole. Juste rectification, c'est plutôt moi, du coup, qui vais démarrer, du coup. Ah, voilà, excuse-moi, Mathieu. Ouais. Pas de souci. Lorraine, du coup, Lorraine, on a perdu, tu parles. T'as plus de micro. Oui, alors du coup, je reprends. Comme je te disais, ce sera finalement plus simple que je change les slides. Voilà, donc vous faites juste un petit signe, comme ça on avance là-dessus. Ok, super. Allons-y. J'attends que Lorraine affiche le premier slide. Super. Donc bonjour, bienvenue à tous. Moi c'est du coup Mathieu, je suis consultant en recrutement chez Externatic. Donc Externatic c'est quoi? Pour se présenter très brièvement, c'est un cabinet de recrutement spécialisé en informatique avec pour particularité d'accompagner uniquement des clients finaux, éditeurs, startups, DSI, PME, agences web. Donc voilà, on est 13 dans l'équipe, 13 consultants basés à Nantes et du coup on accompagne les entreprises pour leur proposer des profils, on va dire pénurique sur le marché de l'IT et puis on accompagne les candidats pour leur trouver le job idéal. Donc nous, ce qu'on constate pour attirer, on va dire, les talents parisiens dans la région, et on va passer à la slide suivante, il y a 2-3 petites choses, des petits conseils astuces que je voudrais vous donner. Nous, c'est déjà, on estime qu'il faut, dans les échanges, simplifier les échanges, comme j'indique. C'est-à-dire qu'avoir une relation amicale tout de suite au premier contact avec eux, pas forcément décontracté, mais tout en restant cordial, ne pas être autoritaire, bonne première impression, ça c'est important pour nous. On sait qu'ils veulent quitter Paris du coup pour avoir moins de stress. Et ils ont pas envie de se retrouver voilà comme dans le métro ou plus envie de bouchons, de files d'attente partout. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver une ville où il y aura économiquement du travail, mais aussi culturellement où ils pourront un peu plus s'épanouir. Donc voilà, la première chose, c'est au premier contact, soyez détendus avec eux et ça fera déjà une bonne première approche. Ensuite, sur le slide suivant, c'est surtout quand vous avez une candidature, vous avez identifié quelqu'un, que vous faites de la chasse ou réponse à annonce, nous, notre conseil, c'est de répondre rapidement. Déjà, dans un premier temps, c'est voilà, d'avoir un premier échange avec eux, que ce soit par téléphone, visioconférence ou autre, même un email, mais lui montrer tout de suite un intérêt du coup
pour sa candidature. Ensuite, c'est de s'organiser, on va dire, en interne, avec les disponibilités, les agendas de chacun, que ce soit les opérationnels, RH ou M+1 par exemple, de s'organiser une journée de recrutement quand vous faites venir cette personne pour que tout le monde puisse le voir et que le process soit assez rapide. C'est des profils qui sont souvent diplômés, avec pas mal d'expérience, passés par des grandes sociétés. Ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Dites-moi ce que vous avez à me proposer et j'avance. Si le process est trop long, il y a des chances qu'ils partent ailleurs. Cet entretien étalé sur 3 semaines, c'est pas possible pour eux. Du coup, essayez de tout concentrer et donc voir le maximum d'interlocuteurs en interne. Voilà. Les Parisiens aussi, moi c'est un petit conseil, privilégiez les entretiens le matin. Les Parisiens commencent plus tard, donc du coup si vous pouvez caler les premiers échanges ou les entretiens plutôt le matin, ça les arrange par habitude. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre slide. Moi, c'est quelques conseils que je vous donne aussi. C'est en termes de planning d'agenda, c'est des entretiens plutôt en début ou en fin de semaine. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre premier entretien en visioconférence, il est important de proposer du coup un entretien en face à face en début ou en fin de semaine pour permettre de visiter la ville en famille le week-end. C'est un petit détail, mais mine de rien, ça peut jouer, puisque du coup, comme je dis ensuite, il faudra s'assurer du projet du candidat, c'est-à-dire bien voir si c'est un projet à court ou moyen terme, est-ce que c'est pas juste sur un coup de tête parce que il a eu un échange voilà, avec son manager qui lui a pas plu, il dit tiens je vais partir. Donc vraiment creuser la question avec lui si il s'est bien renseigné déjà sur la ville, si c'est un projet sur le long terme. Il y a parfois en fait du chemin entre une envie de bouger et un vrai passage à l'acte. Donc bien s'assurer aussi de tout ça auprès des candidats. Et puis préparer bien sûr en amont un argumentaire avec des chiffres à l'appui pour répondre à la question de l'écart salarial. Ça c'est important entre Paris et province, on le sait tous. Nous, par rapport à nos expériences, et en tant que DRH, ceux qui nous écoutent doivent le connaître aussi, mais on constate un delta entre 20 et 30% d'écart de salaire sur poste équivalent entre province et Paris. Bon après tout est à moduler forcément en fonction des secteurs, de la taille de l'entreprise. Mais voilà, après tout ça, ça s'explique aussi, comme vous le savez, c'est qu'on a un marché de l'immobilier qui est quand même plus abordable ici, voire 3 fois moins cher que Paris. On peut se déplacer en vélo, il y a une proximité de la mer. Il y a également, voilà, souvent c'est des gens qui cherchent à revenir parce que soit ils ont fait leurs études ici, ou ils ont de la famille ou des amis. Donc par exemple, la famille peut être un argument pour la garde d'enfants, et on sait bien qu'en ce moment c'est compliqué avec le Covid-19. Donc voilà, ça peut être des vrais arguments du coup derrière. Et puis je laisserai Stéphanie et ensuite Gabriel parler de ces points-là, mais du coup communiquer aussi bien sûr sur tous les intérêts qu'on peut avoir à venir en province sur la ville et être le vrai ambassadeur de sa ville, communiquer sur tout ce qu'il peut y avoir économiquement, culturellement. Voilà, ça sera détaillé dans un autre point. Du coup, je vais laisser ma collègue Stéphanie qui va vous parler de la marque employeur et comment se différencier pour améliorer ses recrutements. Effectivement, donc merci Mathieu. Donc moi je travaille avec Mathieu au sein d'Extanatic. On a une partie conseil RH, donc qui est plus dédiée effectivement à la marque employeur et à l'expérience employée. Donc effectivement, à un moment donné, il faut aussi savoir faire la différence. Donc si tu veux bien passer Lorraine à la première slide. Effectivement, se faire connaître par des candidats parisiens, c'est important parce que ils ne connaissent peut-être pas votre entreprise. C'est comme ça. Ils arrivent, ils ne connaissent pas forcément le tissu local économique, encore moins le nom de l'entreprise. Donc l'objectif de la marque employeur, ça va être effectivement de vous faire connaître, de vous différencier et de mettre de l'avant votre argumentaire RH. En fait, si on prend clairement la définition de la marque employeur, on est sur une stratégie marketing RH. Donc, qui dit stratégie marketing RH dit forcément cible. Donc, vos cibles, ce sont vos candidats. Le tout, ça va être de raconter votre histoire. Qui êtes-vous? Votre identité. Donc, il va falloir à un moment donné beaucoup d'informations par rapport à ça. On va reparler des réseaux sociaux un petit peu plus tard. Va falloir vous positionner, vous différencier, de dire qu'est-ce que vous offrez, vous, en tant qu'employeur, à vos candidats. Donc, au niveau de vos process de recrutement, votre intégration, mais aussi vos missions en tant que telles. On a besoin de savoir sur
quoi on va travailler, la rémunération, les conditions de travail. Ce que j'entends par conditions de travail, c'est tout ce qui est management, culture d'entreprise, mais aussi les outils que je vais avoir quand je vais arriver sur place, et effectivement mon environnement. Ça va être d'autant plus important pour quelqu'un qui vient de l'externe et notamment des Parisiens, qui ont l'habitude aussi d'avoir des beaux bureaux. À Paris, il y a des très beaux bureaux, mais ils vont aussi avoir besoin, puis Gabriel en parlera plus tard, de savoir un petit peu l'environnement physique. Donc, qu'est-ce qui se passe à Nantes, où vont être situés mes locaux, est-ce que c'est un quartier agréable, etc. Ça va être très important. Et par la suite, il va falloir effectivement... c'est pas celle-là, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Il va falloir effectivement voir un petit peu comment on prend les objectifs, on se fait connaître des bons candidats, comment ça nous permet, cette marque employeur, en fait, d'augmenter un volume de candidatures. Alors pertinente, quand j'entends pertinente, ce sont vos candidats, ceux que vous souhaitez attirer. Donc il va falloir déployer un argumentaire par rapport à ça, qui est vraiment ciblé. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de savoir que la marque employeur, comme vous allez la baser sur votre expérience collaborateur, vous n'allez pas juste faire de la com, elle va créer un climat qui est vraiment propice à la performance et aux ambassadeurs en interne, et donc à la fidélisation et l'engagement de vos collaborateurs. Ça peut aussi réduire effectivement un turnover et un absentéisme qui peuvent être présents actuellement. Je te laisse passer, Lorraine, s'il te plaît. Votre promesse employeur, donc c'est effectivement un élément puissant d'attraction. Il va être indispensable de soigner en fait votre site carrière, vos réseaux sociaux, mais aussi votre expérience candidat. Parce que le but, en fait, c'est de voir comment vous parlez de votre entreprise en tant qu'employeur, mais surtout de faire comprendre aux autres, à vos cibles, à vos candidats, pourquoi on irait dans votre entreprise, pourquoi on y rentre, mais aussi pourquoi on y reste, pourquoi on voit qu'il y a certains collaborateurs qui y restent, pourquoi on s'y engage aussi, à un moment donné, c'est aussi s'engager dans un travail, et pourquoi moi, en tant que Parisien, je postulerai dans cette entreprise ABC plutôt que X, Y, Z. Il va falloir que j'ai des arguments par rapport à ça, surtout que je viens de plus loin. Donc je vais déplacer ma famille, etc. Donc ça va être important de valoriser cette promesse, de la rendre, je dirais, concrète, vraiment... voilà, avec des mots, etc., sur vos réseaux sociaux, votre site carrière, et de faire attention à votre réputation. Parce que effectivement, je ne vous connais pas, donc qu'est-ce que je vais faire comme on fait tous aujourd'hui, que ce soit pour une entreprise ou pour un restaurant ou tout ce qu'on veut, on va taper sur Google et on va voir ce qui sort. Donc faites attention à votre réputation par rapport à ça. Je te laisse passer, Lorraine, s'il te plaît. Donc effectivement, construire votre marque employeur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le but, ça va être d'interroger vos collaborateurs. Comme je vous le disais, on la construit pas sur de la magie, sur un souffle comme ça. Ceux qui connaissent bien, en tout cas, les conditions de travail, ce sont vos collaborateurs. Donc, ça va être à eux qu'il va falloir on va falloir les questionner, mesurer leur perception, donc voir un petit peu, passer au crible, en fait, clairement prendre le temps de passer au crible vos services, vos pratiques RH, votre recrutement, comment ça se passe, votre expérience candidat, comment ça se passe au niveau du plan de développement de vos compétences, votre management, qu'est-ce que vous pouvez mettre de l'avant. Vos collaborateurs, ils ont tout ça entre les mains. Et en plus, l'intérêt, c'est que le fait de les interroger, c'est que vous aurez une marque employeur qui sera totalement, alors le mot est galvaudé, un petit peu authentique, mais au moins vous saurez remonter du terrain les bonnes informations et le bon argumentaire. Parce que ce qu'on a dit aussi au niveau des réseaux sociaux, vous pensez bien qu'aujourd'hui, on va aussi aller questionner d'autres collaborateurs, poser des questions. Donc si vous construisez une marque employeur qui n'est pas authentique, ça ne fonctionnera pas. Donc ça va être important de regarder la perception de vos collaborateurs, parce que ce qui est important aussi, c'est que vos collaborateurs, c'est aussi le nerf de la guerre de votre business. Vous leur demandez de faire attention à vos clients, mais c'est aussi eux qui vont attirer vos futurs candidats. Donc prenez soin d'eux, c'est eux qui vont aussi fidéliser les prochains candidats, qui vont être vos ambassadeurs. Et donc il y a cette phrase, prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre business. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une marque employeur, il faut être très concret par rapport à ça. Elle ne se met pas en place en 24 heures. Ça, c'est certain. C'est plutôt une stratégie à moyen long terme. Donc, il faut prendre le temps de la mettre en place, d'interroger vos collaborateurs et de déployer un plan de communication par rapport à ça. Donc, entre-temps, il y a des solutions qui sont beaucoup plus courtes, on va dire, qui permettent d'attirer certains profils un peu plus dans l'urgence. Je ne sais pas si c'est les bons mots. Donc, il faudra donc y associer d'autres techniques de recrutement telles que la chasse, que Pierre-Olivier va désormais vous présenter. Voilà. Merci. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Vous m'entendez? Ok, top.
Merci à tous d'être là. Alors juste pour me présenter très rapidement, donc moi j'étais responsable de recrutement en start-up à Paris et j'ai décidé de créer Untool, qui est un logiciel pour les chasseurs de tête, et nous sommes basés à Nantes. Alors sans surprise, je vais vous parler de la chasse de tête. Alors il y a pas mal de définitions. Celle qu'on va retenir, c'est le fait d'aller chercher quelqu'un qui n'aurait pas postulé chez vous spontanément. Donc si tu passes à la slide suivante, Lorraine. Merci. Effectivement, parfois, les bons candidats postulent pas. Alors, bon candidat, qu'est-ce que j'appelle bon candidat? C'est pas un jugement de valeur, c'est les candidats que vous avez envie de voir en entretien. Ils postulent pas spontanément. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Parfois, parce que vous recrutez des profils très pénuriques. Je pense par exemple à certains profils techniques, voilà, qui sont très sollicités, qui vont pas aller forcément voir, ou parce que vous avez un besoin urgent. Et comme Stéphanie le dit, très bien dit, eh ben, une marque employeur, ça met du temps à se façonner, alors que la chasse, si vous commencez à chasser aujourd'hui, globalement, vous allez avoir des premiers appels candidats en fin de semaine prochaine. Après, je ne suis pas en train d'opposer chasse et marque employeur, parce que quand vous allez approcher quelqu'un, par exemple sur LinkedIn, la première chose qu'il va faire, c'est voir votre profil LinkedIn, et la seconde chose, c'est qu'il va aller se connecter sur votre site carrière. Et du coup, si vous n'avez pas fait le minimum de marque employeur, en fait, il va partir en courant et vos efforts n'auront servi à rien. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer ça. Un truc qui marchait très très bien, c'était avant de lancer une campagne de chasse sur une population ciblée qui ne nous connaît pas, parce que c'est sur une autre ville, parce que c'est sur un type de profil qu'on n'a pas l'habitude de recruter. Nous, ce qu'on faisait, c'était on envoyait une petite publicité ciblée sur Facebook. C'est très rapide, on reprend les éléments de marque employeur. Et comme ça, quand on approche la personne, il se dit « Ah oui, cette boîte, ça me dit quelque chose, je crois que ça a l'air sympa. » Et du coup, il va vous répondre. Alors, comment ça se passe la chasse en pratique? Lorraine, si tu passes à la diapo suivante. Merci. Il y a 5, je schématise, il y a 5 grandes étapes qui va commencer par, je pense, la plus importante, c'est la définition de la persona candidat. La persona candidat, c'est répondre à 3 questions. Qui on veut, où il est, et comment est-ce qu'on va aller l'accrocher. Alors, qui il est, alors effectivement, il y a parfois des hard skills, des compétences techniques. Il faut qu'il maîtrise tel techno, il faut qu'il ait fait tel type d'expérience, etc. D'accord, ça c'est la base. Mais le persona, c'est beaucoup plus que ça. Ça va être réfléchir vraiment à ce que les ressorts psychologiques, les facteurs d'insatisfaction dans sa boîte et ses attentes. Un exemple de persona candidat, ça va être quelqu'un de 30 ans, à Paris, qui paye 1 500 € son loyer, qui commence à réfléchir à avoir des enfants et qui commence à se dire, bon, comment est-ce que, quelle vie de famille je veux avoir? Ça, c'est un élément de persona candidat. Où il est, donc il y a où géographiquement, comment on va l'attraper, et surtout où il va être en ligne, parce que la chasse maintenant c'est 90% en ligne, et est-ce qu'il est sur LinkedIn, est-ce qu'il est sur des forums spécialisés, etc. Et une fois que vous avez déterminé qui est où, et vous avez des belles pistes d'accroche sur comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il nous réponde. Je reviendrai sur ce point après. Ensuite, le sourcing, recherche LinkedIn, forum, voilà. La demande de connexion, si vous êtes sur LinkedIn. Alors, sauf si vous êtes un maestro de la demande de connexion, ça ne sert à rien de la personnaliser. Toutes nos études montrent que soit ça diminue les taux de conversion, soit ça les augmente de façon très marginale. Approche avec un message personnalisé et relance suivi, parce que parfois on recrute dans la durée. Lorraine, si on passe à la suite. Hop, merci. Donc, les 3 points clés, ça va être ciblage, personnalisation et suivi. Ciblage, personnalisation, suivi. Je vais détailler chacun de ces points ensuite. Slide suivante, s'il te plaît. Hop. Merci. Alors, le ciblage, c'est proposer le bon poste au bon profil. Alors, quand on parle de chasse, tout le monde nous dit « Ah bah oui, mais bon, tout le monde nous dit, les candidats, ils sont hyper sollicités sur LinkedIn. » C'est vrai. C'est vrai. Ils sont hyper sollicités, que ce soit sur LinkedIn, sur les CVTech, etc. Ceci dit, l'automatisation a fait quand même pas mal de ravages, et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des messages qu'ils reçoivent ne sont pas du tout ciblés. En fait, c'est public posting, ça fait perdre du temps, c'est du spam, c'est pas très intéressant. Donc là, je montre quelques exemples. Alors que le ciblage, en fait, se dire, ok, mais est-ce que la personne que j'ai, la personne que je suis en train de contacter, correspond vraiment à ma persona?
Je vais vous donner un petit exemple tout bête sur du ciblage géographique. Si moi, je suis à Nantes depuis 15 ans et qu'on me propose un poste à Strasbourg, qu'est-ce que j'irais faire à Strasbourg? C'est très sympa, mais bon, voilà. Une petite astuce qui marche hyper bien pour recruter en province, c'est de recruter des gens qui ont fait des études ou encore mieux, qui ont passé leur bac dans la ville pour laquelle vous recrutez. Si je suis à Nantes, je regarde quelqu'un qui a fait toute sa scolarité, y compris son bac dans la région et qui est actuellement à Paris, il est quand même fort à parier qu'il ait des attaches régionales assez fortes et que il se pose la question, bah oui, mais bon, là, je mets 3 heures pour aller rejoindre ma famille, etc. Est-ce que je pourrais pas entrer? Donc ça, c'est vraiment ciblage. Se dire, est-ce que la personne que je vais aller solliciter correspond vraiment précisément à ma persona? Ensuite, on va passer à la personnalisation. Alors, la personnalisation, hop, diapositive. Merci Lorraine. Lorraine, merci. La personnalisation, en fait, c'est une fois que vous avez fait votre ciblage, c'est montrer à la personne que, en fait, il correspond. Vous avez fait votre travail de ciblage. Donc, si on résume, il y a deux grands buts de la personnalisation. C'est montrer que vous n'allez pas faire perdre votre temps au candidat, parce que avec les techniques de spam dont je décrivais il y a quelques minutes, en fait, il y a pas mal de gens qui sont contactés, qui répondent à un chasseur et en fait ils se rendent compte que le poste correspond pas du tout, que c'est pas les bonnes, il a même pas les bonnes compétences, le ciblage géographique est pas bon, etc. Et du coup ça lui fait perdre le temps. La personnalisation, c'est montrer que vous avez compris qui il est et que vous lui proposez un poste qui a priori colle à son parcours. Et le deuxième but de la personnalisation, c'est flatter le candidat, lui montrer que oui, on s'adresse, c'est ce travail de qualité, c'est le bon poste pour lui et c'est hyper agréable de dire ah oui d'accord, oui, on me veut moi et je ne suis pas un élément, un listing de X milliers de profils LinkedIn parmi d'autres. Et le but de cette étape, c'est sur le message d'accroche, très rapidement, avec quelques lignes, montrer que en fait c'est lui qu'on veut, et c'est là que vous pouvez mettre quelques petits éléments de contexte géographique, dire bah voilà, j'ai vu que vous aviez travaillé vous aviez passé votre bac à Nantes, etc. Très belle ville, patati patata. Et après vous enchaînez sur le descriptif de poste, etc. Alors, vous allez faire un très beau travail de ciblage, un très beau travail de personnalisation. Malheureusement, ça ne va pas suffire parce que, merci, en général, les gens répondent peu sur LinkedIn parce que vous n'êtes pas les seuls. On peut considérer qu'un taux de réponse moyen sur LinkedIn, c'est 50%. À peu près la moitié des gens qui vous répondent, la moitié des gens qui vous répondent pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une petite relance bête, quelques jours après, 3-5 jours après, je me permets de vous relancer, patati patata, et en fait, il y a 50% des gens qui ne vous avaient pas répondu qui vous répondent à ce moment-là. Or, ce travail, quand on regarde, il y a plus de la moitié des recruteurs qui ne le font pas. Il y a plus de la moitié des recruteurs, quand ils envoient un message sur LinkedIn, qui ne font pas de relance quand on leur répond pas. Donc, en faisant juste une petite relance, vous allez sortir du lot. Et la relance, c'est particulièrement important parce que bon, il faut se rendre compte que la personne vous a rien demandé, c'est vous qui êtes en train de le solliciter. Quand quelqu'un postule, globalement, s'il postule à une offre d'emploi, c'est qu'il n'est pas là pour faire de la pêche, quoi. Enfin, c'est le bon moment, il réfléchit à changer de job. Là, quand vous le sollicitez, vous savez pas, vous allez lui demander de quitter une situation peut-être confortable, et du coup, vous tombez pas forcément au bon moment. Et ce qui est important dans la chasse, c'est d'arriver à créer un lien avec un candidat, avec le candidat qui vous répond, c'est pas le bon moment parce que je viens d'avoir un bébé, je viens de changer d'appart, je viens de commencer un super projet, ok, pas de souci. En fait, vous avez réussi votre travail parce que vous êtes rentré en contact avec lui et vous allez pouvoir le relancer à des moments dans 6 mois, dans 1 an, pour savoir où est-ce qu'il en est. Et au moment où ça commence à pas aller dans son job, où il a envie de changer d'air, etc., et bien là, boum, vous serez là. Et si on passe à la suite, on parle beaucoup d'outils et on me demande est-ce qu'il y a des outils pour simplifier la chasse? Et oui, il y en a, mais en fait, pardon, la chasse, c'est vraiment un exercice, d'abord un exercice d'empathie. Je prends un exemple donc, qui est issu d'un talk de Guillaume Alexandre, qui est un très bon chasseur de tête. Il explique qu'il chassait un profil hyper techno, très compliqué à trouver. Il tombe sur quelqu'un sur un forum spécialisé qui habite à Paris,
et il se trouve que cette personne a une photo de kayak sur sa photo de profil, et ben dans le mail d'accroche, il va, pour un poste à Grenoble, il va mettre en fin d'accroche, si vous préférez être près d'un périph' que près des montagnes, je ne peux pas lutter. Alors après, bon, le style est assez direct et propre au personnage, mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, quels vont être les leviers qui vont faire que je vais jouer les petits unfair advantage, les avantages qui sont pas tout à fait que vous pouvez faire jouer, que d'autres ne pourront pas faire jouer, qui vont faire que la personne est prête à discuter avec vous et à envisager non seulement un changement de job, mais en plus un déménagement. Et hop, si on passe à la suite. Merci. La slide suivante, voilà. Il suffit parfois d'un petit déclencheur. On est dans un contexte qui est très bon pour nous recruteurs de province, il faut le dire. Mais changer de job et répondre à un démarchage, c'est hyper compliqué. Il faut se rendre compte. Si on revient à la slide suivante, la slide précédente. C'est changer de job, c'est quitter un CDI pour se mettre en période d'essai, c'est demander la même chose à son conjoint, à sa conjointe, c'est trouver une école pour les enfants si on en a, etc. Donc c'est hyper, c'est dur quoi. C'est vraiment impactant sur sa vie de tous les jours. Et l'empathie, c'est de se dire ok, bah je vais jouer sur deux tableaux. Je vais jouer sur les avantages à nous rejoindre, mais aussi réduire le risque. Et là, je vais me permettre de faire un petit peu de pub pour Gabriel et SwitchUp. Je pense que se dire que on va les aider, on propose en tout cas de les aider pour trouver une crèche, trouver un logement, les accueillir, faire toutes les démarches administratives un peu pénibles du déménagement, etc. Ça participe au discours qui va faire que la personne va faire ce petit pas pour aller nous rejoindre. Si on passe à la suite, je vous ai fait une brève introduction. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus chasseurs, je vois dans les participants, des gens qui découvrent ce métier. Il se trouve que le métier a la chance d'avoir un écosystème qui est très riche, avec beaucoup de documentation qui permettent d'aller plus loin et d'approfondir un peu tout ce que je viens de dire. Le blog de l'école du recrutement, très simple, très didactique, ça s'adresse à des gens qui ont peu d'expérience du recrutement, entre autres, et ça donne plein de trucs et astuces, ils font un super travail. Le blog de Gate Solutions, donc c'est Guillaume Alexandre dont je parlais, voilà, Work Me Thunder, c'est Jean-Marie Caillot, que je citais un exemple aussi. C'est deux sourceurs qui sont très expérimentés, qui ont recruté beaucoup de profils complexes et qui vont vous donner plein de petites astuces, des techniques, de communication, etc. C'est passionnant, c'est une mine d'or. Anara.fr également, c'est très technique. Alors là, on va parler de scrapping de LinkedIn, c'est assez tech, mais des ressources d'excellente qualité. Et le blog Untool, un peu de pub pour moi quand même, on donne beaucoup d'exemples de messages d'accroche, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. On fait des analyses avec des stats, parce qu'on a la chance de travailler avec des recruteurs qui parfois nous laissent communiquer sur leurs stats de façon anonyme. Voilà, donc il y a beaucoup de ressources en ligne qui permettent de donner des tutoriels qui permettent de se mettre le pied à l'étrier. Juste avant de passer la main à Gabriel, ciblage, personnalisation et suivi relance. Et avec ça, si vous commencez avec cet état d'esprit aujourd'hui, d'ici mi-juin, vous aurez vos premiers entretiens normalement. Merci et je laisse la parole à Gabriel. Merci beaucoup Pierre-Olivier. On voit bien le lien entre la marque employeur, la jonction, ce que propose l'entreprise, toutes les techniques de chasse que tu as pu proposer, même si c'est qu'une introduction, et je vous invite vraiment à creuser, notamment sur le blog de Untool, pour pouvoir continuer à avoir plus de tips et de conseils. Et puis, aujourd'hui, donc une fois qu'on a construit sa marque, on a commencé à chasser, il y a aussi toute cette période d'onboarding. Et là, on ne va pas parler de l'onboarding au sein de l'entreprise, mais plutôt de l'onboarding territorial. Voilà. On a déjà beaucoup parlé effectivement de l'onboarding au sein de l'entreprise, et certains d'entre vous, j'en suis sûre, mettent déjà beaucoup de choses en place. Par contre, il existe encore peu de choses pour être différenciant, justement, pour expliquer, pour aller chasser les Parisiens sur ce qu'on appelle l'onboarding territorial. Donc moi, je suis Gabrielle Rodier, j'ai créé SwitchUp il y a quelques années, et on est une plateforme qui justement accueille
les nouveaux arrivants sur un territoire. On travaille principalement avec les entreprises afin de les aider au-delà de l'entreprise et de la marque employeur de l'employeur à promouvoir le lieu de vie, puisque comme on l'a indiqué dans l'intitulé de notre intervention du jour, c'est être en capacité d'aller chercher notamment des Parisiens pour les faire venir. Alors dans l'exemple ici, c'est Nantes, mais ça peut être sur d'autres territoires, sur des zones géographiques en province. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir profiter un peu du constat du confinement. On a eu aujourd'hui quand même quelques semaines de confinement. Alors, on a vu passer des choses alors plus ou moins bien tournées et plus ou moins franches et directes sur les différents réseaux sociaux, sur cette capacité et cette réalité qui est un peu sautée aux yeux notamment des Franciliens, de dire en fait, avec le télétravail, j'ai pu travailler autrement, j'ai pu quitter la région parisienne, j'ai été me confiner autre part. Il y a quand même un certain nombre de Parisiens qui ont été se confiner en région. Et ils se sont rendus compte effectivement qu'on pouvait travailler en région et en ayant une qualité de vie qui était plus qu'intéressante. Une étude a été menée il y a maintenant 3 semaines, justement sur cette population de Parisiens qui avaient plus ou moins, comme le disait Pierre-Olivier tout à l'heure, une envie de quitter Paris, etc. Et les chiffres montrent que 42% des Franciliens sont prêts à quitter la capitale au plus vite. Au plus vite, quand on dit notamment au plus vite, c'est sur des délais qui sont courts, puisqu'effectivement, avant le confinement, on en avait 38 qui nous indiquaient qu'ils voulaient quitter Paris dès que possible. Et là, juste après le confinement, on arrive à 54, donc une augmentation de 42% pendant le confinement. Voilà, on en a jusqu'à effectivement plus de quasiment 70% qui envisagent de quitter Paris dans maximum 1 ou 2 ans. Donc, on est vraiment sur une période un peu charnière au niveau des recrutements sur cette population-là. C'est vraiment un moment qui est spécifique. C'est un moment d'autant plus spécifique, c'est aussi un moment qui a été pour eux un moment qui leur a permis de prendre du recul par rapport à ce qu'ils voulaient et à se projeter. Donc, quand on a aussi 64% qui considèrent qu'ils ont moins peur de franchir le pas depuis le confinement parce qu'ils ont eu le temps de la réflexion et de savoir exactement identifier pourquoi ils voulaient partir, pourquoi, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était essentiel dans leur vie. Alors oui, il y a le boulot, mais cette capacité de prendre du recul et de savoir exactement quelles étaient les choses essentielles pour eux est vraiment ressortie dans l'étude qui a été faite il y a quelques semaines. Dans les choses qui ressortent, notamment, c'est leur volonté d'avoir un lien alors avec la nature beaucoup plus important. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, là, on est une équipe qui présentons nos webinaires présents à Nantes, mais on se rend compte aussi que toutes les villes moyennes, au sens large, vont pouvoir aussi avancer cette mise en avant sur une nature qui est plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui était présent, mais qui était moins exprimé qu'avant. Cette question aussi du stress, le fait d'avoir pu avoir travaillé en télétravail, d'avoir une capacité d'adaptation et de s'organiser dans le travail autrement, a aussi permis à beaucoup de Parisiens de gérer leur stress et de gérer leur organisation autrement, ce qui a permis de diminuer leur stress sur la partie organisation quotidienne. Et ils se rendent compte que de ne pas être physiquement au bureau, dans le métro, à Paris, à la Défense, diminue vraiment leur stress et que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et important pour eux. La question du logement est une question essentielle, mais aussi cette capacité de réconcilier vie pro, vie perso. Et là, on sait que toutes les régions ont par rapport à la région parisienne, ont vraiment des cartes à jouer par rapport à ça. Ce qui est important de retenir, c'est que au niveau donc de l'accueil, on a préparé donc la marque employeur, on a commencé à chasser et on se rend compte qu'on a des thématiques, donc on a attirer, accueillir, fidéliser et le territoire
et l'accueil au sein du territoire reprend exactement un peu ces mêmes thématiques. Quand on parle d'attirer, on parlait de la marque employeur et on parlait des messages d'accroche. Le lieu et au-delà du job, le projet de vie que vous allez proposer fait clairement une différence et il faut être attentif à la façon dont on le propose. Quand on parle effectivement d'un message d'accroche, c'est aussi être en capacité de permettre aux gens, dès l'annonce, de se projeter sur un cadre de vie qui est autrement. Et quand je dis dès l'annonce, alors évidemment, on fait pas, les gens viennent pour le travail et ils viennent pas obligatoirement, essentiellement pour le lieu de vie. Voilà. Mais c'est un tout. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. On ne vient pas uniquement pour le boulot, sinon on n'y reste pas, et on ne vient pas uniquement pour le job, le lieu de vie, s'il n'y a pas de métier. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et donc il faut être en capacité, dès le départ et dès l'annonce et dès la diffusion de l'annonce, de pouvoir parler des deux, parce qu'aujourd'hui, c'est les deux qui font la différence. Quand on parle d'accueillir, on va être sur quelque chose de très pragmatique et on parlait aussi d'empathie et de lever les freins. Il faut avoir des choses concrètes et d'avoir des solutions personnalisées et à mettre en place de façon timée qui permet justement de lever les freins pour que les gens puissent se projeter. Et enfin, fidéliser, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est bien installé sur son lieu de vie, c'est quelqu'un aussi qui reste. Voilà. Quand on a envie, donc on va peut-être quitter une entreprise, mais on va aussi peser les pour et les contre. Et quand on pese les pour et les contre, toute la qualité de vie, souvent, est non négligeable, notamment pour les conjoints et les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est important. On parlait aussi tout à l'heure d'avoir cette capacité de donner des choses très concrètes. On a parlé de persona. Je vous invite à faire la même chose au niveau justement de tout cet accueil territorial. Quand on est un Parisien et qu'on a effectivement 2 enfants, il faut imaginer que pendant tout le processus de recrutement, ils vont se poser des questions, certes sur l'emploi, mais aussi sur le territoire. Donc, est-ce que ma conjointe va trouver un emploi? Quels sont en termes de logement, en termes de temps de parcours? Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont être, qu'il va falloir aborder et qui peuvent faire la différence. Donc pareil, on a levé au fur et à mesure tous les freins et puis à chaque fois, en amont, bien les préparer en disant à chaque frein, je suis en capacité d'apporter une solution ou de trouver des choses pratiques pour que ce ne soit pas un frein. Si je vous donne quelques exemples. On parlait d'attirer. On a parlé aussi de la question de la différence de salaire. Oui, il y en a une entre la région parisienne et les régions. Et ben, il faut pas s'en cacher, voilà, et dire oui, effectivement, vous gagnez moins. Mais en même temps, quand on fait un ratio par rapport à combien vous gagnez là où vous vous logez et combien va effectivement il vous reste à disposition, notamment une fois qu'on a enlevé le logement, vous allez vous rendre compte qu'en termes de rapport qualité-prix, entre guillemets, vous êtes gagnant notamment en termes de salaire, mais aussi en termes de surface. Et ça, je pense qu'il faut l'aborder de façon très concrète et mettre des chiffres. Voilà, il faut pouvoir mettre des chiffres, surtout qu'elles sont au final plutôt positives pour toutes les zones en région. En plus, il faut être en capacité, et ça c'est ce qu'on fait notamment avec des entretiens dès la phase de recrutement pour parler du territoire avec nos ambassadeurs chez SwitchUp, c'est de montrer très concrètement une carte en disant, bah voilà, aujourd'hui vous avez une heure de transport, une heure de transport en région parisienne, une heure de transport en région parisienne, ça équivaut à effectivement, vous avez la possibilité d'aller à 150 bornes de Nantes si vous allez en voiture. Donc, on réduit aussi et de montrer visuellement ce que ça indique en termes de temps de transport à pied, en transport en commun ou en voiture. Ça permet dès le départ que les gens puissent se projeter et puis de se rendre compte réellement là où potentiellement ils peuvent intervenir, ils peuvent s'installer. Enfin, on parlait aussi sur la suite intégrer. On a cette question du logement et de l'intégration qui est essentielle. On parlait tout à l'heure de 52% des gens qui se posaient la question par rapport au logement. Il
il faut aussi les rassurer. On a des zones, notamment, là, on est beaucoup sur Nantes avec l'équipe qui intervient aujourd'hui. C'est une zone qui est tendue. On sait que la question du logement est importante. Donc, il faut être aussi en capacité de leur dire, voilà, on va mettre quelqu'un à disposition, on va vous aider, voilà, et voilà comment ça va s'organiser, avec des choses qui sont très timées et très organisées. Si je sais que pendant la phase de recrutement, c'est toujours un sujet, la question de l'accompagnement, de l'accompagnant, du conjoint, des enfants, de la situation personnelle, entre guillemets, du candidat. Si l'occasion se propose, se présente, etc., et que dans la conversation, le sujet arrive, n'hésitez pas à leur proposer d'intégrer l'accompagnant, la personne qui va venir dans toute cette capacité, dans tout ce processus. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est celui qui accompagne qui va beaucoup prendre en charge toute cette question de mobilité. Et donc, souvent, encore malheureusement, c'est encore beaucoup les femmes qui suivent le conjoint. Et donc, ils vont beaucoup aussi prendre en charge cette question du logement. Voilà. En termes de questions qui nous sont posées, la question du logement ressort beaucoup. Et très rapidement, la question des enfants aussi porte beaucoup. Donc, la question de la scolarisation, mode de garde et du logement sont un peu le binôme gagnant en termes d'intégration, et ça permet vraiment de rassurer. C'est la même chose, vous avez beau proposer un super poste avec un super perspective, etc. Si derrière, le conjoint accompagnant n'est pas rassuré ou n'a pas envie ou ne se sent pas intégré dans le projet de vie, etc., il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre, ça pêche et que vous n'ayez pas au bout de votre recrutement. Donc, c'est vraiment important d'intégrer et de prendre en compte l'ensemble de la cellule familiale et l'ensemble des questions liées à la vie, entre guillemets, privée, dans cette méthode de recrutement. Enfin, fidéliser, on parlait du conjoint et des enfants, c'est essentiel, avec un focus particulier sur l'emploi du conjoint. Aujourd'hui, les conjoints, ceux qui suivent encore beaucoup, ont plus envie, et on peut les comprendre, de faire l'impasse sur leur vie professionnelle. Donc, l'idée n'étant pas de dire oui, votre conjointe ou votre conjoint va absolument trouver un boulot, c'est sûr, c'est machin, etc. Non, on n'est pas là pour survendre quelque chose, mais dès le départ, mettre en place, d'aborder le sujet et de mettre en place un accompagnement qui peut être collectif, qui peut être léger, qui peut être plus sur la longueur en fonction de l'intensité de l'inquiétude par rapport à ce sujet-là. Pareil, on sait aussi en région que le réseau, dans toutes les régions, ça marche. Donc, avoir quelqu'un en local qui va avoir la même parcours ou la même tranche d'âge ou les mêmes loisirs, tout ça va permettre d'insérer le conjoint, que ce soit professionnellement ou sur la question d'associatif dans la vie sociale, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on fidélise ses salariés en faisant la jonction avec le territoire et la vie locale. Sur la suite, vous l'aurez compris, du coup, si on devait résumer, entre guillemets, et conclure rapidement notre petite intervention de ce jour, c'est que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle du territoire, on a cette question d'empathie qui est beaucoup ressortie. Empathie sur la marque employeur, parce qu'il faut être empathique, et les meilleurs ambassadeurs d'une marque employeur pour un employeur, c'est aussi les gens qui font partie de l'entreprise. Donc, demandez-leur. Empathique, parce qu'il faut aussi bien comprendre tous les enjeux dans le processus de recrutement et dans la chasse, donc avec la personnalisation, etc. Et aussi empathique quand on parle de mobilité géographique et d'aller chercher les Parisiens. Au-delà du job, c'est vraiment un changement de vie que vous allez leur proposer. C'est toujours avoir cette ligne rouge, je pense, qui est essentielle, d'être transparent et honnête. La marque employeur, il faut qu'elle soit en adéquation à la réalité. Lors de votre processus de chasse, c'est pareil, si vous vendez des choses qui ne se réalisent pas, c'est contre-productif et vous perdez du temps, et c'est pire que tout. Et enfin, c'est pareil sur le lieu de vie. Il faut être dans la réalité et d'expliquer ce qu'il y a de positif,
et aussi les inconvénients. Il n'y a pas de lieu de vie parfait, il y a des lieux de vie sur lesquels on se sent bien à un moment donné. Voilà. Et donc, c'est aussi cette capacité à être honnête et transparent sur ce qu'on va y trouver ou pas. Enfin, on l'a dit, le délai rapide, efficace, pragmatique sont aujourd'hui dans des choses très clés pour pouvoir faire la différence. Si je puis me permettre, avec le retour d'expérience, alors je ne suis pas une professionnelle RH, mais c'est vrai que c'est encore très long. Et on a beaucoup notamment d'accompagnants ou de personnes qu'on accompagne sur la fin, sur le moment de l'intégration, la recherche de logement, etc. Et qui nous disent oui, ça fait longtemps que je suis en contact avec l'entreprise, mais on s'y met que maintenant pour une arrivée dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, voilà, on s'aperçoit que c'est un processus qui est encore long et sur lequel, je pense, il y a encore du temps à réduire pour que ce soit plus efficace de part et d'autre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on reste à disposition pendant quelques minutes pour répondre à vos questions sur le chat. Et puis, merci beaucoup en tout cas de votre attention et puis des questions si vous avez, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous du coup d'avoir participé et d'avoir apporté votre expertise sur les différents sujets. Je vais vous laisser poser quelques questions aux différents intervenants si vous en avez, grâce au chat présent en barre d'écran. Merci Marie-André. Alors pour rappel, vous allez donc recevoir un formulaire qui va vous inviter à répondre du coup à quelques informations et ensuite un webinaire, enfin le visuel du webinaire vous sera envoyé ainsi que les contacts des différents intervenants si vous avez d'autres questions avec un peu plus de recul. Voilà. Juste en attendant quelques questions, moi je voudrais quand même juste ajouter, c'était un peu le constat qu'on avait fait en préparant ce webinaire, c'est quand même que du coup tout ça, ça mérite et ça demande beaucoup d'investissement dans tous les domaines, que ce soit travailler sa marque employeur, que ce soit le sourcing ou travailler le onboarding et l'accueil sur le territoire. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais du coup ça demande un petit peu d'argent, un peu de temps, de la réflexion stratégique et enfin c'est surtout beaucoup de temps et voilà, donc ça se travaille. C'est un petit peu le mot de la fin, on va dire aussi. On est d'accord, ça se travaille, ça se met en place, ça se réfléchit et effectivement, par contre, c'est pas impossible et il y a des choses qui peuvent être mises en place de façon assez rapide et qui peuvent aussi faire la différence de façon assez rapide. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un budget démentiel pour pouvoir mettre en place dès aujourd'hui des choses qui peuvent fonctionner et sur lesquelles, au final, on en parle beaucoup, mais au final, peu de monde le font. Voilà. Et effectivement, comme le dit Marie-André, c'est un investissement sur le moyen long terme, mais ça paye. On en est plus tous convaincus sur les différents sujets. On le voit aujourd'hui avec les clients qu'on accompagne. Écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on va conclure maintenant. Donc, vous allez recevoir un email comme je vous l'ai dit. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez. Et puis, je remercie l'ensemble des participants et des intervenants pour cet échange. Voilà. Ben, merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir.